compliqué. Voilà, alors on est sur le modèle social français et donc dans ce modèle social, j'ai parlé tout à l'heure de savants républicains et du projet républicain. C'est vrai que c'est un mot qui aujourd'hui, moi-même par exemple, je ne savais pas du tout ce que c'était. On dit démocrate, république, c'est un peu la même chose. Et en réalité, il y a des fondements qui sont vraiment très très différents parce que et d'ailleurs, la République est un mot qui a été petit à petit beaucoup dévalorisé, énormément d'ailleurs. Je crois qu'il faudrait peut-être faire un sondage, mais je ne suis pas sûre que les gens aiment bien la République, surtout depuis qu'il y a un parti qui s'appelle Les Républicains et qui n'a rien à voir avec l'origine. Je pense que d'ailleurs, ça doit faire partie de la stratégie de diluer un petit peu ce sens sociétal-là, parce que, enfin voilà. Donc au niveau de ça, je me base sur un texte qui est de Régis Debray, hein, qui est un haut fonctionnaire, qui est aussi journaliste et qui a été à l'Académie Goncourt. Donc voilà, il a donc dans un texte qui s'appelle « Êtes-vous démocrate ou républicain ?», il explique en fait la confusion mentale dans laquelle on est plongé, on est en tout cas, en prenant République et démocratie pour la même chose. En fait, la République est une forme tout à fait particulière de la démocratie. La démocratie, c'est issu de l'histoire anglo-saxonne. Hein. C'est souvent des monarchies, donc, comme en Espagne, en Belgique, en Angleterre, en Suède. Enfin, il y a plein de démocraties, mais qui ont aussi un régime monarchique aussi. Et par contre, le régime républicain, donc de 1789, c'est tout à fait autre chose. C'est une république qui est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Hein, donc ça, c'est dans notre constitution. Et en fait, pour mettre en place ça, la laïcité, c'est en effet séparer l'État et les religions, et l'Église. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des républiques, il n'y en a pas beaucoup. Qu'en fait, on est la première à avoir été 1789, hein, révolution, etc. Et ensuite, par rapport à ça, il y a, sur le continent européen, il n'y a guère que la Suisse aussi qui est une république. Toutes les autres sont des démocraties, mais pas forcément laïques, qui ne sont pas du coup laïques. Par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez, alors il paraît, je ne connais pas d'anglais, mais d'après ce que dit Régis Debray, les élèves, quand ils rentrent à l'école, c'est God Save the Queen. Sur les dollars américains, il est marqué We Trust in God. Donc, oui, il y a toujours ce lien-là avec Dieu qui est mis en place. Alors, il faut savoir que le principe de liberté, au niveau culturel, il est très très différent parce que les anglo-saxons sont protestants. Donc, pour eux, la liberté, c'est synonyme de dissidence. C'est inclus dans le concept lui-même de liberté, parce que de par leur religion. Alors qu'en France, la liberté, comme le catholicisme, c'était eux qui détenaient le vrai et le beau et le bien. Du coup, il fallait s'arracher à cette religion pour pouvoir créer un gouvernement des hommes qui respecte le vrai, le bien et le bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette séparation. Donc d'ailleurs, à 1789, ils ont réquisitionné non seulement tout ce qu'il y avait des nobles, mais aussi par rapport aux églises, tout ça. Et puis voilà. Donc on est un des seuls pays à avoir cette conception-là des choses et où le gouvernement des humains est différent du gouvernement de Dieu. Du coup, pour les anglo-saxons, alors dans la logique anglo-saxonne aussi, l'école, ça sert en fait à former des gens qui s'insèrent
hein, dans leur société. Alors qu'en République, ben, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. En République, l'école républicaine en 1789, c'était le projet de permettre à chaque citoyen, quelle que soit sa naissance, son rang, d'accéder au savoir, pour accéder aux grands textes, etc., et de pouvoir s'autodéterminer collectivement, c'est-à-dire de devenir un citoyen. Et qui était du coup de s'extraire de son milieu, de pauvre, ou de, etc., etc. Donc l'école a vraiment des missions, l'école républicaine a vraiment une mission complètement différente de l'école anglo-saxonne. Vous avez, alors moi je ne connaissais pas, j'ai une fille donc qui a 11 ans et quand je voyais ce qui se passait à l'école, je me disais c'est plus du tout l'école que j'ai connue. Et donc je me suis un petit peu renseignée, et notamment je suis tombée sur ce livre-là, Le Pacte immoral, donc, de Sophie Coignard, bon, qui est assez orientée, c'est une journaliste en fait, hein, mais qui analyse la société. Et j'ai découvert à travers ce livre que dans notre éducation nationale, il y avait donc un combat entre les républicains, donc qui essayent de préserver le savoir, etc., etc., ce projet républicain de faire des citoyens, et les pédagogistes qui sont donc du coup plus sur la logique démocrate, c'est-à-dire que par rapport à ça, il faut que tout le monde, en tout cas, que s'insérer, et c'est les compétences qui sont donc beaucoup plus, qui doivent être livrées par l'école, et que les savoirs, parce que les savoirs, quelque part, surtout maintenant avec l'informatique, on dit que les savoirs ne servent plus à rien, et qu'il faut apprendre à apprendre. Voilà, donc le combat entre les pédagogues, depuis des années, hein, notamment, j'ai appris là qu'à une période, les profs avaient interdiction, les instituteurs avaient interdiction de faire apprendre par cœur les tables de multiplication, parce que c'était de la torture. Il y avait interdiction de faire des dictées, etc., etc. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse sur en tout cas ce combat-là au niveau de l'école et la conception des deux. En gros, si on peut résumer, en gros, les écoles anglo-saxonnes, ça fait une pépinière d'imbéciles, mais très compétitifs. Et par contre, donc, les républicains, ça fait plutôt des cohortes de chômeurs, mais qui sont éclairés. Voilà. Si on caricature, bien sûr. Alors, sinon, donc, au niveau des piliers, donc, pour la démocratie, c'est le drugstore et le temple, hein, donc l'église, le puritanisme, et puis la consommation. Hein, et puis, par contre, pour les républicains, c'est la mairie. Donc, d'où l'importance de nos 36 000 et quelques mairies. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle n'était plus que 35 000 et quelques, là, aujourd'hui. Donc, les piliers, c'est la mairie, parce que c'est assurer la démocratie à l'échelon le plus proche, et d'égalité pour tous, sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ça c'est la mairie. Et la deuxième chose, on a parlé juste avant, c'est l'école. Hein, aussi, où chacun doit avoir accès à l'école, avoir accès au savoir pour pouvoir s'autodéterminer collectivement au niveau politique. Voilà. Sinon, hop, je vais passer un peu vite. Alors, donc, pour les anglo-saxons, l'homme est essentiellement productif, donc il sert à fabriquer, à échanger. Par contre, pour les républicains, la conception de l'homme qu'il y a derrière, c'est que nous sommes des êtres raisonnables, et que par rapport à ça, il est important que nous, de bien juger des choses et de pouvoir délibérer ensemble de notre avenir.
Le prestige, donc, chez les Anglais et anglo-saxons en général, c'est lié à la réussite privée, donc à l'argent, la richesse, enfin voilà. Alors qu'en France, c'est de moins en moins malheureusement, pour tout ce que je dis d'ailleurs, hein, vous voyez l'évolution, c'était le prestige de l'utilité sociale. Enfin, pour le bien commun. Moi je me souviens quand je suis arrivée, j'étais embauchée à l'AFPA, il y a la personne qui m'a recrutée me dit: vous vous rendez compte, à l'AFPA, il y a des formateurs qui touchent beaucoup plus que le directeur régional. Alors à l'époque, ça m'avait un peu choqué, mais en fait, non. En fait, la logique qu'il y avait derrière, c'est que l'AFPA, donc de façon à ce que nos impôts qui payent les formations pour les gens et puis que les gens puissent réellement trouver un métier qui leur plaise et qui leur permette de trouver un emploi, c'était de faire de la chasse de tête, figurez-vous. Et notamment, ils faisaient de la chasse des têtes, bon, je me souviens de l'exemple de l'ébéniste, hein, parce qu'évidemment, le secteur de l'ébénisterie était vraiment très réduit après en termes de marché d'emploi. Si je fais une formation, mais que derrière, il n'y a pas d'emploi, ça ne sert à rien. Donc, en fait, ils faisaient de la chasse la chasse de tête chez les compagnons pour s'assurer, en fait, que les stagiaires qui étaient formés avaient top compétences parce qu'ils prenaient les meilleurs, et puis ensuite avec le réseau en effet et le prestige de ce formateur là, en effet les stagiaires se plaçaient facilement. Donc la vraie richesse, ce n'était pas le directeur régional qui l'a créé, la vraie richesse sociale c'était en effet le formateur lui-même. Voilà. Donc le prestige, c'était celui-là, même si on n'est pas bien payé, même voilà, le prestige de l'instituteur avant, qui dans les villages, etc., c'était, ou le maire, il gagne, la plupart des maires ne gagnent quasiment rien dans ce qu'ils font, mais le prestige chez nous est lié à justement cette fonction sociale. Donc les anglo-saxons, c'est plutôt le fédéralisme, le multiculturel, alors que chez nous, et le communautarisme, je dirais même, alors que chez nous, par contre, c'est plutôt le centralisé, hein, ce qu'on appelle le jacobinisme, etc., c'est-à-dire qui permet l'égalité de droits pour tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors les inégalités, donc ça aussi c'est quelque chose d'important parce qu'on voit l'évolution actuelle, c'est les juristes. Les anglo-saxons, avec c'est la jurisprudence en fait, hein, c'est les contrats, etc., qui font évoluer les lois. Et donc vous avez un nombre alors, il y a un juriste pour 1000 habitants en Grande-Bretagne, ou en 500 juristes, hein, donc avocats, aux USA par habitant. Par contre, en France, on est à 2000, donc, un juriste pour 2000 habitants, c'est-à-dire qu'en effet, on a ici assez peu souvent recours à des juristes, à des avocats et tout ça. Pourquoi? Parce que la loi, elle est définie au niveau national pour tous et elle est clairement définie. Et c'est pas du cas par cas, c'est pas du gré à gré, c'est l'égalité du droit pour tous. Voilà, quoi dire d'autre? Pour la République, c'est le savoir, hein, qui est important, la mémoire, etc. Alors que pour les anglo-saxons, c'est plutôt l'innovation, etc. Et puis, voilà. Et alors, si on reprend ces deux choses-là, il y a les anglo-saxons, qu'est-ce qui est important? C'est le droit de l'homme. Et par contre, pour les républicains, c'est le droit de l'homme et du citoyen. Voilà, où l'individu est compris dans sa nature même d'espèce sociale, et cet instinct social-là et de survie de l'espèce, qui en fait fait que ensemble, voilà,
comme dans une meute ou avec des abeilles ou des fourmis, etc. Chacun a sa place, chacun est utile, a des rôles différents, etc. Et donc, en tant que citoyen, pour pouvoir s'autodéterminer nous-mêmes. Et donc, quand on dit les droits de l'homme, les droits de l'homiste, etc., il y a quand même cette distinction qui est quand même dans la conception de l'humain, donc conception de l'homme dans les relations qu'il a avec les autres et aussi dans la société, c'est la suppression, je dirais, du citoyen qui est importante. Voilà, alors pour illustrer, j'ai les symboles de la République. Alors pour ceux qui connaissent, en tout cas je conseille à ceux qui ne connaissent pas, donc le musée de la Révolution qui est juste là, la Visile. L'entrée est gratuite, donc vous avez des tableaux, des œuvres, etc. Et puis l'histoire de ce château qui a été résidence présidentielle jusqu'à De Gaulle, je crois. Aujourd'hui, c'est le Conseil général donc, qui le gère. Donc les symboles de la République, donc ça c'est un tableau donc, qui est là-bas au château de Visile. Alors bien sûr on ne le voit toujours pas, puis alors avec ces prises là c'est affreux. Donc c'est de Nanine Valin. Donc c'est un tableau qui trônait au club des Jacobins. Et alors ce qu'on voit c'est donc comme symbole, parce que c'est bien sûr beaucoup d'allégories, vous avez ici donc les droits de l'homme qui sont déroulés et puis qui est sur une massue, donc c'est vraiment le symbole de l'union et de la force. Vous avez ici, on ne voit pas, mais une couronne renversée et puis des registres féodaux, donc, et puis une chaîne qui est brisée, donc au pied, donc pour sortir, pour justement être libre. Donc on s'est extrait de la noblesse et donc du pouvoir divin, parce que c'est ça, en fait, le pouvoir national de la nation, donc c'était en 1789, et il a remplacé le pouvoir divin, le pouvoir divin qui était délégué donc au roi, aux nobles, etc., et qui générait tous ces privilèges. Et donc en faisant disparaître ces privilèges, voilà, puis vous avez d'autres symboles aussi, les dates, etc. Donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc avec l'évocation du fait que justement, comme la plupart des malheurs des gens, c'est le mépris et l'oubli des droits de l'homme. Donc voilà, moi je l'ai lu, en fait, j'en ai pris connaissance il n'y a pas très très longtemps, et c'est vraiment un texte qui est très fort, enfin moi qui m'a beaucoup parlé, mais là on n'a plus le temps. Alors par contre, aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Aux États-Unis, la révolution, elle n'a pas été faite par le peuple pour s'extraire des tyrans et de pouvoir être libre, mais elle a été faite par notamment les Boston Tea Party. Alors là c'est un tableau, c'est en fait les esclavagistes aux États-Unis qui ne voulaient plus payer de taxes à la Grande-Bretagne et qui du coup, pour montrer qu'ils voulaient plus dépendre d'eux, donc ont jeté les caisses de thé à la mer. Et notamment, alors vous avez, j'ai mis ce livre aussi, là, c'est l'histoire populaire des États-Unis d'Amérique de 1492 à nos jours, donc de Howard Zinn, que j'ai là, qui explique notamment comment, quelle était la stratégie de ceux qui avaient fait la révolution, pour ne plus payer de taxes et donc pouvoir garder la richesse créée pour eux. Donc comment ils ont fait quelque part pour qu'il là-bas il n'y ait pas de droit du travail, et notamment ils expliquent dans ce livre que quand il y avait des grèves, ils faisaient venir des vagues de migrants, donc on appelait les casseurs de grève, qui eux étaient prêts pour rembourser leur voyage et puis s'insérer à faire des boulots pour pas cher, et donc qui remplaçaient les grévistes. Et l'objectif c'était aussi qu'ils ne puissent pas s'unir, et donc en général on choisissait des populations qui ne parlaient pas la même langue.
Alors, voilà, donc la République est une forme particulière de démocratie. Pour les démocraties anglo-saxonnes, donc l'objectif c'est de se protéger chaque individu de la tyrannie, y compris de la tyrannie de la majorité. Et par contre, en France, donc la liberté, c'est de pouvoir collectivement se protéger des tyrans, notamment avec les principes de séparation des pouvoirs de Montesquieu, et quels que soient d'ailleurs ces pouvoirs, et de préserver donc notre instinct social et survie de l'espèce, et de pouvoir nous autodéterminer collectivement. Voilà, alors le Conseil national de la résistance, c'est le troisième volet donc, du modèle social français. Ça a été mis en place donc, par un comité de résistance intérieure pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été voté en 1944, donc on n'était pas encore libérés. Hein. Il y avait il y avait six mouvements de résistance, il y avait des partis politiques aussi, etc., donc, qui se sont mis ensemble, ont voté ce programme-là de libération, qui du coup était pour le gouvernement provisoire qu'allait mettre en place le général de Gaulle. C'est dans ce cadre-là qu'ils l'ont mis en place, qui lui, donc le général de Gaulle, était la résistance extérieure. Et leur objectif, c'était donc de défendre l'indépendance politique et économique de la France. Hein, donc suite à l'analyse qu'il y avait eu justement des problèmes qui avaient généré la guerre. Et surtout d'évacuer les féodalités financières, les féodalités financières, donc des règles de l'économie, et notamment ils ont prévu dans leur programme de nationaliser la Banque de France, qui était une banque privée, on ne le sait pas, mais qui était privée, et donc là qui est passée par exemple sous seing public. Mais aussi de faire des services publics, hein, indépendants justement de ces pouvoirs publics, avec un mode de financement tout à fait particulier, etc., etc. Et puis l'objectif, c'était de sécuriser les citoyens, donc notamment au niveau du travail. Il y a un gros volet sur le travail. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a Gilles Perret qui est donc en Savoie, hein, c'est un réalisateur qui a fait pas mal de films, donc ça s'appelle Les Jours Heureux, et ils expliquent justement cette période-là et ce programme-là avec le dernier résistant qui est Landini, qui explique cette période-là. Voilà. Donc c'est eux, donc au niveau du travail, c'est Ambroise Croizat, qui n'est pas très peu connu malheureusement. Il a été vraiment celui qui a vraiment créé la majorité de toutes les protections sociales et au travail notamment. C'est lui qui a été à l'origine notamment de la formation professionnelle d'adultes, mais tout un ensemble de choses. Alors j'ai mis le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui est donc le principe, et c'est vrai que c'était un des principes du Conseil national de la résistance, c'était celui-là. Et donc, alors là vous n'y voyez rien, donc je vais vous le dire, donc il y a eu donc la nationalisation de la Banque de France, la mise en place de la sécurité sociale, la mise en place des retraites par répartition, tous les services publics, le financement, etc., et leur indépendance avec les bureaucraties professionnelles dont je parlais, ou qui mettaient justement les fonctionnaires, qui mettaient les fonctionnaires en position de résister à tout ordre qui est contraire à l'intérêt général, ou de sa hiérarchie ou comptable, hein, puisque c'était lié à lui et à sa responsabilité. Et notamment, il y avait même un devoir de désobéissance si le fonctionnaire estimait que c'était contraire à l'intérêt général.
Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la NPE qui est devenue Pôle emploi, et notamment il y a eu des conseillers qui ont fait des grèves de la faim, etc., et qui invoquaient notamment ce droit-là parce qu'il y avait des choses qu'on leur demandait de faire qui étaient contraires donc, à leur mission. Donc, ensuite, donc, l'indépendance de la presse, donc pareil, hein, en analysant ce qui se passait, la propagande hitlérienne, etc., donc voulait renforcer le pouvoir de la presse, parce que c'est vrai que c'est eux qui donnent les informations et qui formatent l'opinion, donc voilà. Ensuite, donc, il y a eu tout ce qui était les conventions collectives. La distinction donc, en ce qui concerne les entreprises et les sociétés, hein, les sociétés, c'est-à-dire les sociétés anonymes où il y a des actionnaires, ben, c'est pas pareil que les entreprises. Et donc ils ont, comment dire, pour aider les artisans, les professions libérales, etc., ils ont mis en place tout un ensemble de choses. Donc sur les professions réglementées, donc qui sont juste au-dessus là. Le droit du travail, donc on parle de hiérarchie des normes, on parle des comités d'entreprise, etc. Beaucoup, notamment celles-là, ont été mis en place par le Conseil national de la résistance. Et puis la formation professionnelle, donc ce dont je vous parlais aussi. Voilà, alors là j'ai mis la photo de Denis Kessler, qui est un adjoint qui était au MEDEF, et qui disait donc juste après la ratification du traité de Lisbonne, pour l'Union européenne, adieu 1945, raccrochons notre pays au monde. Voilà, et ça il l'a dit en 2007. Donc en effet, l'objectif est de détruire tous ces acquis qui ont été mis en place pour permettre pour libérer justement la France des féodalités, financières, etc.